I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 11 du podcast Les enfants vont bien. S'il y a une chose qui est certaine dans nos parcours, c'est que nous sommes toutes et tous passés par la découverte de notre sexualité, que nous avons dû l'apprivoiser et la faire apprivoiser par nos familles. Si pour certains elle est une évidence et que pour d'autres les familles sont ouvertes, c'est encore loin d'être le cas de toutes les familles. Pour certaines, il s'agit d'une question de conviction personnelle. Pour d'autres, c'est acceptable, mais pas dans leur famille. Et enfin, il y est aussi question de religion et de ces familles où la notion de sexualité n'est même pas abordée. Marie-Clémence a dû faire ce chemin, le chemin de la découverte de sa sexualité, qu'elle a mené sans se poser de questions et qu'elle a assumé. Lorsqu'est arrivé par contre le moment de l'annoncer à sa famille et surtout de faire accepter Aurore, cela a été beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce que Marie-Clémence fait partie d'une famille catholique pratiquante qui a manifesté tous les dimanches lors des manifs pour tous, alors même que sa relation avec Aurore était connue et semble-t-il acceptée de tous. Il a fallu ensuite faire accepter leur mariage et renoncer à ce que toute sa famille soit présente, qu'il aurait donc lieu en petit comité. Et enfin, il a fallu faire accepter le fait que Marie-Clémence et Aurore ne renonceraient pas à la maternité sous prétexte de leur sexualité et du recours impératif à la PMA. Marie-Clémence a fait bouger les lignes, tant et si bien qu'elle a même fait baptiser leur fille en toute transparence avec l'équipe liturgique. Je vous invite vivement à découvrir son histoire qu'elle retrace dans un livre « On ne choisit pas qui on aime » aux éditions Flammarion. Bonne écoute. Bonjour Marie-Clémence. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi. C'est normal. Marie-Clémence, donc je te présente, mais je vais surtout te laisser toi te présenter. Je vais surtout expliquer à nos auditeurs que tu es l'autrice d'un livre qui s'appelle « On ne choisit pas qui on aime » et qui a permis de vulgariser, entre guillemets, le fait qu'on puisse aimer une femme ou un homme d'ailleurs, mais une personne du même sexe, dans une famille qui n'est pas forcément libre de ses pensées parce que très religieuse de ton côté. Et du coup, tu abordes beaucoup de thèmes très intéressants dans ton livre qui peuvent vraiment éclairer, je pense, beaucoup de personnes qui pourraient nous écouter et qui seraient en difficulté sur le fait d'annoncer ou d'accepter leur homosexualité. Oui, c'est ça. Comme tu me l'as dit, donc je m'appelle Marie-Clémence Bordeniquez, j'ai 32 ans et en fait, effectivement, je viens d'un milieu plutôt bourgeois, catholique, une bonne famille, comme on dit. Une famille où la religion était omniprésente au quotidien et donc où on parlait pas du tout de sexualité de manière générale, encore moins d'homosexualité, mais déjà pas de sexualité. Donc je me suis jamais vraiment interrogée sur ma sexualité. C'est-à-dire que pour moi, il était évident que j'allais aimer un homme et puis voilà, pour moi il n'y avait pas de plan B. Donc je me suis jamais posé de questions, même à l'adolescence, comme d'autres ados peuvent se les poser. Et en fait, j'ai d'abord fréquenté des garçons. Très vite, je me suis mise en couple au lycée aussi avec un garçon avec qui je suis restée 5 ans, dont j'étais très amoureuse, qui correspondait à peu près à tous les critères que mes parents pouvaient avoir pour leur gendre. Je pensais faire un mariage un peu parfait, avoir des enfants, et puis voilà, en fait, que tout roule comme je l'avais programmé petite, et comme on l'avait un peu programmé pour moi aussi. Et puis rentrer dans des cases en fait. Exactement, voilà, rentrer dans les cases. Je me sentais pas forcée, je me suis jamais sentie forcée de rien. Je suis pas non plus dans une famille où on nous impose de fréquenter telle ou telle personne, mais je pense que naturellement, je répondais à ce qu'on attendait de moi finalement. Je cherchais pas
à savoir si je pouvais avoir une autre vie que celle-ci, que celle de mes parents. Tout simplement, je voulais absolument reproduire dans le moindre détail le schéma familial dans lequel j'avais grandi. D'accord. Est-ce que tu peux me dire actuellement de qui est composée ta famille? Alors aujourd'hui, je suis mariée avec une femme qui s'appelle Aurore, qui a 8 ans de plus que moi. Et toutes les deux, on est les mamans d'une petite fille qui s'appelle Charlie. Charlie qui a 19 mois, voilà, qui est née en juillet 2018. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment vous vous êtes rencontrés? Alors même si c'est très très bien détaillé dans ton livre, est-ce que tu peux à nouveau, en tout cas, me le raconter à mon micro? Oui, bien sûr. On est en 2008. Je suis en couple avec un garçon donc depuis bientôt 5 ans. Je suis très amoureuse, tout va bien. Et je dois faire un stage à Paris dans le cadre de mes études. Et j'intègre une société qui, à l'époque, s'occupait du public des émissions de télévision. Et dans cette équipe que je rejoins, il y a une fille donc qui s'appelle Aurore, qui a 8 ans de plus que moi. Donc à l'époque, moi j'ai je sais pas, j'ai 21 ans, 21 ans, donc je suis jeune. Enfin, à Oui, l'époque, t'es toute jeune. j'ai l'impression à l'époque d'être adulte, mais aujourd'hui avec le recul, je me dis que j'étais vraiment une gamine. Et donc Aurore, elle approche la trentaine, donc il y a quand même vraiment un énorme écart, surtout dans ces âges-là. Mhm. Et on devient très vite amis. On est très très liés, avec tout un groupe de copains, etc. On passe notre vie ensemble. Et en fait, assez vite, je sens des regards d'Aurore sur moi. Je sens qu'il y a quelque chose. Je veux pas me le dire, je veux pas me l'expliquer. Je pense que assez vite, je joue un peu à la petite bourgeoise catholique, un peu émoustillée de savoir qu'elle peut peut-être plaire à un homme, à une femme, pardon. Qu'elle peut peut-être plaire à une femme. Mhm. Voilà, je pense que je joue un petit peu de ça, mais sans me dire à aucun moment que moi je peux ressentir quelque chose de similaire. Je sens que je lui plais et j'en joue de plus en plus. Je suis de plus en plus féminine. Je rentre dans un jeu de séduction avec elle. Et puis le temps passe et voilà. Au bout de quelques mois, on se dit les choses toutes les deux et puis on entame une relation qui est cachée au départ parce que je suis toujours en couple et ça dure longtemps, cette double vie que je mène, ça dure près d'1 an. C'est énorme alors Ouais. que moi je suis radicalement opposée évidemment à l'infidélité et pourtant j'ai pas du tout l'impression d'être infidèle. C'est-à-dire j'ai juste l'impression de vivre quelque chose d'un peu extraordinaire avec Aurore, comme si c'était trop intime pour pouvoir en parler à qui que ce soit. Mhm. Comme si ça regardait qu'elle et moi, en fait. C'était très bizarre. Et donc, au bout d'un certain temps, en fait, j'ai eu un électrochoc parce qu'à l'époque, avec Aurore, on était très amis avec un garçon qui s'appelait Silver et qui, en fait, était bipolaire, qui était pas bien et en fait, il s'est suicidé. Et Silver était homosexuel et à l'époque, il était en couple avec un garçon. Mhm. Et ce garçon, en fait, n'avait dit à personne dans son entourage qu'il était homosexuel. Et donc quand Silver est décédé, il s'est retrouvé seul. C'est-à-dire que nous, on a voulu lui venir en aide. Il a pas forcément voulu de notre accompagnement. Mais en fait, je me suis dit, waouh. En fait, vraiment, ça a été un choc. Je me suis rendu compte que la vie déjà était pouvait être plus courte que ce que j'avais imaginé, que tout n'était pas tout rose, tout beau en permanence. Mhm. Et puis si demain il m'arrivait quelque chose, j'avais envie que le monde entier sache que c'était d'Aurore dont j'étais amoureuse et pas de ce garçon avec qui j'étais encore officiellement en couple et qui faisait partie de ma famille, enfin voilà, on avait une Ouais. vie sociale assumée, alors qu'avec Aurore tout était caché et je me suis rendu compte que je voulais pas de ça. Ouais. Et que c'était à moi, en fait, à un moment, de prendre les décisions pour qu'il se passe les bonnes choses dans ma vie. Que c'est pas qu'il fallait que j'arrête d'essayer de me laisser porter et puis par mon éducation, etc. Et que si je voulais être libre, si je voulais être heureuse, si je voulais être entourée des bonnes personnes, à un moment, ça dépendait de moi et de choix que j'allais faire. Et 1 semaine ou 10 jours après le décès de mon ami, j'ai quitté mon copain de l'époque. Alors, je suis loin de lui avoir brisé le cœur. On n'était plus amoureux ni l'un ni l'autre de toute manière, mais voilà, j'ai fait un immense saut dans le vide, quoi. Pour moi, c'était la première fois de ma vie que je me suis dit, ok, je le quitte, je vais avec Aurore, et maintenant, qu'est-ce qui se Oui, passe? puis à ce moment-là, tu le disais bien, hein, tu ne mesurais pas du tout qu'est-ce que ça allait engendrer au niveau de ta reconnaissance dans ta famille ou même dans ta vie sociale, parce que vous aviez une vie sociale, mais ce n'était qu'une part cachée en fait de ta vie.
Ouais, voilà. En fait, pour moi, ce qui était déjà fou, c'était d'avoir quitté ce garçon. C'était déjà ça qu'il allait falloir que j'annonce à ma Oui. famille. Pour moi, c'était le plus gros à annoncer sur le coup. Je réalisais pas du tout qu'en fait, j'étais en train de transgresser complètement l'éducation que mes parents m'avaient inculquée. Enfin, vraiment, c'était, je me rendais pas compte parce que j'étais amoureuse déjà. Et je pense que quand on est très amoureux et qu'on est jeune en plus, ben en fait, on oublie vite tout ça, quoi. Moi, Ouais, on j'étais se sent juste très fort. trop contente d'être avec Aurore et je me sentais un peu invincible. Et quand on est amoureux, on a envie que le monde entier le sache et on a envie de dire au monde entier combien cette personne est géniale. Et donc pour moi, je me disais, bah, je suis amoureuse d'elle, je l'aime, forcément mon entourage va l'adorer. Et donc j'avais envie de leur présenter à tous. J'avais envie enfin, je pense que déjà depuis quelques mois, je ne parlais que d'elle, comme une amie, mais je ne parlais que d'elle. Mhm. Et puis là, encore plus, quand on s'est retrouvés toutes les deux, j'avais envie de la présenter à tout le monde, Ouais. mais sans réaliser l'impact que ça allait avoir, en fait. Ouais, et enfin, tu disais aussi enfin, tu dis aussi dans ton livre que tu as relativement vite passé le pas avec Aurore, d'habiter ensemble. Mm. Et du coup, de vous projeter, de commencer votre vie, quoi, toutes les deux. Donc, je pense que, enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est que tu t'as projeté, en fait. Tu t'as avancé dans une relation avec Aurore comme dans une relation classique. Et ensuite, tu as assumé les conséquences de cette relation. Oui, c'est ça, en fait. Avec Aurore, on avait une relation extrêmement fusionnelle. C'est-à-dire que ça faisait 5 ans que j'étais avec un garçon et qui me promettait tous les 6 mois que oui, oui, on allait bientôt s'installer ensemble. Et en fait, pour moi, s'installer ensemble, ça allait devoir être officialisé. Il allait presque falloir qu'on fasse un discours devant nos parents. Enfin, il allait Mhm. falloir. Pour moi, c'était une étape de la vie hyper importante, quoi. On s'installe avec quelqu'un et puis après on se marie, on a des enfants, etc. Et en fait, avec Aurore, ça s'est pas réfléchi. C'est-à-dire que juste, on était inséparables, en fait. Et donc moi, Mhm. je me suis pris un appartement, enfin un studio toute seule. Et ben Aurore, elle a pris ses affaires et puis elle est venue à la maison. Et en fait, on n'en a même pas parlé. On s'est pas dit les choses. Juste, c'était évident qu'il fallait qu'elle soit avec moi H24, quoi. Donc en fait, ça c'est tout est venu extrêmement naturellement et on n'a pas fait de beaux discours et je l'ai pas annoncé à mes parents en fait. Je pense que mes parents ils ont compris petit à petit qu'en fait elle vivait avec moi et que qu'il y avait pas enfin et que ça y est, c'était fait, c'était acquis, voilà. Ils l'ont compris avec le temps, mais j'ai pas fait de. On s'est pas dit, allez tiens, officiellement, on s'installe ensemble toutes les deux, et puis on va prévenir nos parents, etc. Voilà, c'est encore une fois quelque chose qui s'est imposé à moi dans la vie comme ça et qui était loin de ce que j'avais projeté enfant, quoi. Donc Oui, c'est évident. très vite, on s'est installé. Très vite, j'ai eu envie de la présenter à tout le monde. Donc j'en ai parlé à mes amis qui n'étaient au courant de rien. C'est-à-dire que mes meilleurs amis, à part une copine, sinon mes meilleurs amis à qui je disais tout depuis l'enfance, je leur en avais pas parlé parce que vraiment, encore une fois, j'avais l'impression de vivre quelque chose de très intime et ça regardait personne. Alors que tout le reste pouvait les concerner, mais pas ça. Et donc je l'ai très vite dit à tout le monde, ça s'est bien passé parce que les gens qui nous connaissaient, Aurore, elle et moi, finalement, il y en a plein qui s'y attendaient ou qui enfin, les gens le savaient quoi. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui nous disaient Oui, bon bah voilà, voilà, c'était vous nous le évident. dites enfin, c'est bien les filles, merci de le dire, mais on le savait déjà quoi. Ou alors ça se gère. Par moment les couples ça transpire l'amour quoi. On avait beau essayer de le cacher, les gens disaient déjà Marie-Clémence et Aurore, comme si on était un Un couple ou binôme. un duo inséparable. Mm, Quoi. mm. Et puis ensuite, il a fallu quand même l'annoncer à ma famille. Ça, j'ai quand même senti, j'étais bien naïve, mais je sentais quand même que ça allait être une étape importante. Alors, je l'ai d'abord dit à mes frères et sœurs qui, on est assez proches en termes d'âge et je savais qu'ils allaient bien réagir. Ils ont très bien réagi. Mhm. Je pense qu'ils étaient surpris, peut-être un peu inquiets ou je sais pas, mais en tout cas, ils l'ont pas montré et voilà, en tout cas, ils en ont pas fait un sujet. Voilà, personne m'a appelé en me disant, faut qu'on parle, il paraît que t'es avec une fille, Mm. quoi. Tu- Eux, c'était juste, ah ok, Marie-Clémence a changé de partenaire. Et tu leur avais déjà parlé de Aurore ou pas du tout? J'ai une de mes sœurs qui connaissait Aurore parce qu'elle avait fait aussi un stage dans cette même boîte, donc elle avait déjà rencontré Aurore, donc elle voyait très bien qui c'était, elle s'entendait super bien. Les autres, oui, peut-être que je leur en avais déjà parlé, mais voilà, vraiment comme une collègue amie. D'accord. Je pense ils avaient pas, en tout cas, ils ont pas fait le rapprochement, quoi. Et donc après leur avoir dit à eux, je me suis dit bon bah il y a un moment, va bientôt falloir l'annoncer aux parents. Et là j'ai senti que
que ça allait peut-être être compliqué. Là, je me suis enfin confrontée, je pense, un peu à la réalité et j'ai réalisé que ça allait peut-être pas être si simple. Surtout qu'à cette époque-là, on était encore avant les élections présidentielles, on parlait pas encore de mariage pour tous, etc. Mais déjà, l'homosexualité, je sais pas pourquoi, alors peut-être parce que j'y faisais plus attention, mais revenait de plus en plus dans les sujets de discussion, comme on parle de politique à table. Je sais pas, il y a peut-être des faits divers ou peut-être que déjà certains candidats aux primaires Évoquer. de la présidentielle évoquaient déjà le sujet, mais voilà, j'ai l'impression qu'on en parlait de plus en plus, donc je sentais qu'il y avait une pression et que c'était d'actualité. Et puis voilà, et surtout, On parle des élections de 2012. Oui, c'est ça. 2000. Celle où François Hollande, finalement, c'est lui qui a été élu. D'accord. Voilà. Et voilà, donc en fait, je me sentais pas de faire de coming out comme d'autres peuvent avoir besoin de le faire. Je me voyais pas faire un discours, voilà, il faut que je vous annonce, j'aime les femmes, j'aime une femme, etc. Parce que je me sentais pas concernée, en fait. Tout le monde autour de moi, mes amis, m'interrogeaient, me disaient, alors t'es homosexuel, est-ce que t'es bi, est-ce que t'es... et à chaque fois, j'étais là, j'en sais rien, et les questions me mettaient un peu mal à l'aise parce que je me sentais pas homosexuelle, mais je me sentais pas non plus hétérosexuelle. Et ça me gênait parce que j'avais pas envie de me poser ces questions-là. Ouais, il voulait te coller une étiquette, enfin en tout cas trouver, Ouais. te raccorder une case, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que après c'est normal d'avoir besoin de le faire, ça rassure les gens. Mais moi, j'avais pas de réponse à leur donner. Alors du coup, bon, je leur dis, pense-en ce que tu veux. Si tu considères que parce que je suis en couple avec une femme, je suis homosexuelle, eh ben, mets-moi dans cette case-là. Mais moi, je me sentais pas, je ressentais pas du tout ce besoin de faire un coming out auprès de mes parents ou de mon entourage. Et du coup, je me disais, j'ai juste envie de leur annoncer que je suis en couple avec quelqu'un et qu'il s'agit d'une femme. Mais je voulais pas que ce soit un vrai sujet, quoi. Tu leur Voilà, annonçais je pas que voulais t'étais pas que... homosexuelle, tu leur annonçais que t'étais en couple avec une nouvelle personne. Ouais, voilà, pour moi, c'était vraiment ça. Et je voulais pas faire semblant de faire un coming out parce que c'est comme ça qu'on fait, quoi. Et puis un soir chez mes parents où j'étais en vacances, je sais plus, on parlait d'homosexualité à table, je sais plus pour quelle raison. Et puis vraiment, là, c'est dans ces moments-là où on compte jusqu'à 10 dans sa tête, on dit, allez, à 10, tu le dis, à 5, tu le dis, oh là là. Puis j'y arrivais pas, quoi, et je savais pas comment dire ça, j'y arrivais pas, quoi. Et puis en même temps, tout le reste du temps, j'arrêtais pas de parler d'Aurore en permanence à mes parents, en la présentant comme une amie, mais comme quelqu'un de génial, quoi. Et puis après ce fameux repas, je suis sortie et mon père est venu me voir et j'ai senti que voilà, mon père est quelqu'un de très très sensible. Il est venu à ma rencontre et il m'a dit, j'ai l'impression que ces sujets-là qu'on aborde à table, donc l'homosexualité, te touchent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Donc là, je pense qu'il savait, il me tendait une énorme perche, il est venu m'aider. Et il s'attendait à ça. Ouais, voilà, je lui ai dit, bah voilà, Aurore dont je vous parle tout le temps, en fait, c'est pas qu'une amie. Je l'aime, on s'aime, je suis en couple avec elle. Et mon père m'a dit qu'il s'en doutait un petit peu, en tout cas qu'il s'était posé la question avec ma mère parce qu'il trouvait que je parlais en permanence d'Aurore et que je leur avais dit qu'Aurore était lesbienne. Ça, je sais plus pourquoi, mais en tout cas, je leur avais dit. Donc, au bout d'un moment, ils se sont posé la question. Et il m'a dit, voilà, il y a ce qu'on voudrait pour son enfant, il y a ce qu'on imagine. Effectivement, c'est pas ça qu'on avait projeté, c'est pas ça qu'on avait imaginé pour toi, ce qu'on aurait voulu. Et puis, mais il y a ce que notre enfant est vraiment. Tu es comme ça. Tu es amoureuse d'une femme. Et puis, notre amour en tant que parent, il est inconditionnel. Donc, on t'aime pas sous certaines conditions. On t'aime de la même manière que tu sois avec une femme, un homme, peu importe. Donc, Donc finalement, ils ont très bien réagi. Ouais, il a extrêmement bien réagi. Après, je pense que il m'a surtout protégée peut-être un peu de ses peurs. Voilà, c'est la grande différence entre mon père et ma mère. C'est que ma mère, quand elle l'a appris tout de suite après, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elle écoutait la conversation, elle était à côté. Elle a été, ça a été un choc énorme, mais vraiment, ça a été, enfin, elle était en état de choc, vraiment, traumatisée par la situation, quoi. Elle arrivait plus à parler, elle pleurait, elle était pas du tout à l'écoute, c'est-à-dire que moi je lui expliquais, je lui disais mais je suis amoureuse et elle est super, Aurore, et puis tu verras, puis c'est pas grave, t'es pas obligé de le dire à tes amis ou à tes parents, on s'en fout, on le dit à personne, mais pour elle c'était, elle m'écoutait pas, quoi, elle était terrifiée par la situation et j'ai senti ce jour-là qu'il difficile à comprendre. y avait une cassure, il y a eu une cassure ce jour-là entre nous, qui est un peu irréparable, c'est-à-dire qu'on reconstruit notre relation avec les années, mais ça on reviendra jamais en arrière de ce jour-là. C'est irréversible ce qui s'est passé vraiment. Et ça c'est quelque chose qu'on
qu'on peut pas vraiment expliquer, qu'on peut pas changer parce que elle me l'a dit. Elle m'a dit tu n'es pas. Alors, elle jouait là-dessus à l'époque. Elle me dit tu n'es pas mère, tu sais pas ce que je ressens. Et elle me dit je sais que tu n'es pas homosexuel. Je le sais. Et elle ne comprenait pas que j'ai pu aimer un homme et puis ensuite une femme. Pour elle, c'était. Elle me dit je sais que tu n'es pas homosexuel. Elle me dit si Ouais, voilà, je le sais mieux que toi. elle avait du mal à dissocier la personne de la sexualité finalement. Oui, voilà. Et puis je pense qu'en fait, dans ces moments-là aussi, ça les ramène à la sexualité de manière générale. C'est-à-dire que dans Ouais. une famille comme la mienne, on ne parle pas de sexualité. Et il y a quelque chose un peu tabou. C'est-à-dire que quand un couple se met ensemble et se marie, et puis qu'ils ont des enfants, c'est comme si ça venait du Saint-Esprit. On se dit pas, bah ça veut dire que ma fille ou mon fils a une activité sexuelle. En fait, on n'aborde pas ces Ouais. sujets-là et c'est très idéalisé. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est qu'en fait, l'homosexualité euh, est vraiment ramenée à la sexualité. C'est-à-dire que on m'a jamais posé autant de questions sur ma sexualité que depuis que je suis avec Aurore. Des questions qu'on m'avait jamais C'est vrai. posées quand j'étais avec un garçon, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire Mhm. que les gens, je pense que ma mère, elle s'est imaginée, elle s'est dit ah ouais d'accord, donc ça veut dire qu'elle couche avec une femme, c'est-à-dire qu'elles s'embrassent, qu'elles ont du désir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, et je pense que c'est ça qui la mettait mal à l'aise vraiment. Mhm. Alors que si j'avais été avec un homme, même la plus grande pourriture sur terre, elle se serait pas posé ces questions-là. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup d'idées reçues sur la sexualité homosexuelle qui font que Mm. ça passe vraiment. Enfin, des fois, on passe pour ce qu'on est. Pas du tout, soyons clairs. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, comme si tous les mecs gays couchaient ensemble tous et puis aimaient aller dans des clubs échangistes Ouais, c'est et puis ça. les filles pareil. C'est alors que il y en a ils sont fidèles à la même personne pendant 40 C'est ans ça. autant qu'un couple hétéro C'est quoi. exactement ça. Et il y en a d'autres ils ont une sexualité libre parce qu'ils ont envie d'avoir une sexualité libre et puis on les embête pas on n'embête pas les hétéros avec ça quoi. Exactement. C'est mais vraiment puis même dans le je veux dire dans les mots qu'on emploie, c'est-à-dire que on dit enfin, on met pas franchement, enfin, on va dire hétérosexuel, mais quand on parle de quelqu'un, on dit pas oui, il est hétérosexuel, lui, non, bah non, lui, il aime les filles, voilà. Elle est homosexuelle, ou lui, il est homosexuel, et rien que le mot sexuel, le mot sexe apparaît partout, quoi. Complètement. Et, et il est gênant, quoi. Ouais. Et puis il y a une notion à la Donc, fidélité qui est vraiment biaisée dans ce que les gens peuvent s'imaginer d'une relation homosexuelle. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'un couple homosexuel n'est pas fidèle, n'est jamais fidèle. Alors que c'est pas ouais. du tout le cas et que finalement, on a des couples qui sont des fois plus stables chez les homosexuels que chez les hétéros. Ah bah oui, je pense que le pourcentage de divorce chez les homos ou chez les hétéros, C'est pas le même. je pense que c'est pas le même, quoi. Clairement, c'est pas Non, le même. voilà, donc bon. C'est pour ça qu'en tout cas, voilà, je pense que tout ça cumulé a été très très difficile pour ma mère et, et voilà. Et puis elle, en plus, elle est de nature à pas forcément me cacher ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que je pense que mon père avait beaucoup de peur, forcément. Il avait peur pour mon avenir. En fait, pour eux, ils ont eu peur parce que tout de suite, ils m'ont vu me mettre en marge de la société et ils ne comprenaient pas. Ils arrêtaient pas de me dire ton choix de vie, tu as choisi ça, tu as choisi. Mais je disais mais je n'ai rien choisi. Et c'est pour ça que le titre de mon livre, c'est on ne choisit pas qui on aime. Mhm. C'est que vraiment, je leur disais, je fais pas un choix, en fait. Parce qu'eux ne me comprenaient pas, ils me disaient, mais pourquoi tu fais le choix de te mettre en marge de la société pour le restant de tes jours? Pourquoi est-ce que tu choisis? Alors que les choses, en fait, pourraient être si simples. Toi qui as déjà aimé les garçons, ça pourrait être si simple que tu te mettes avec un mec et puis tu t'ouvres un peu et que tu rencontres un homme et que tu fasses ta vie avec lui. Ça serait simple pour tout le monde, pour toi, pour nous, pour tous. Pourquoi tu choisis ce qui va compliquer les choses tout le temps? Et, et c'est ça, c'est là où j'arrêtais pas de le répéter, mais en fait, je choisis pas, c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'effectivement, je pourrais choisir de ne plus être en couple avec Aurore, mais je pourrais pas me détacher de l'amour que je ressens pour elle, ça se contrôle pas, quoi. Mhm. Donc en fait, le choix que je fais, moi, tous les matins, c'est d'être avec la bonne personne et de m'offrir la liberté et le bonheur, en fait. Ça, c'est le choix que je fais. C'est d'être à ma place. Mhm. Mais j'ai pas choisi cette place-là au départ, quoi. Et puis ce qui a dû complexifier la situation, c'est que c'est tombé en plein milieu des débats et des manifs du mariage pour tous. Mhm. Donc je pense que en plus de ça, tu as été diabolisée à ce moment-là et par des gens qui finalement faisaient partie de la communauté, de la famille de tes parents, enfin de ta famille finalement. Ouais. Donc je pense que pour eux, ça a été encore plus compliqué à accepter à ce moment-là. Ce qui a été très difficile, c'est que dans les mois qui ont suivi l'annonce à mes parents, avec ma mère, on essayait de construire, de se reconstruire toutes les deux avec ce qu'on pouvait. Enfin, c'était laborieux, c'était difficile, voilà.
Et mais après, pour tout le monde, j'arrivais à convaincre les gens que ma relation avec Aurore était bien réelle, elle était belle et il fallait aimer cette relation et la supporter. Et puis quand les manifs sont arrivés, c'est rentré vraiment dans les débats de toutes les familles, c'est-à-dire que ça faisait, enfin, c'était un vrai sujet d'actualité, on parlait que de ça, quoi. Et d'un coup, en fait, on me dépossédait, c'est-à-dire c'était plus Marie-Clémence et Aurore, c'était un couple homosexuel, quoi. Mhm. Et on me mettait dans une case avec d'autres gens que je ne connaissais pas, et on me collait toutes les étiquettes de la communauté homosexuelle, on me les collait dessus. On me disait tu es dans les couples homosexuels et donc tu as pas le droit à ça, tu as le droit à ça, etc. Puis c'est nous qui décidons pour toi. Mhm. Et je trouvais ça tellement violent, surtout quand ça vient de personnes qui viennent du même milieu social que vous. C'est-à-dire que vraiment, sur les réseaux sociaux, à la télévision, et puis enfin partout, j'avais des cousins plus ou moins proches, des oncles et tantes, etc., qui faisaient des selfies tout sourire au milieu de la manif en rose et bleu. Et, et je comprenais pas parce qu'en fait, le lendemain, on allait se retrouver entre cousins, et puis Aurore allait être hyper bien accueillie, et ça allait super bien se passer, machin. Et puis le lendemain, ils allaient manifester comme si de rien n'était. Et en fait, pour eux, c'était vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire Mhm. que j'ai le droit, hein, si ton choix de vie c'est d'être homosexuel, tu peux. Mais alors, première chose déjà, c'est tu ne nous forces pas à être comme toi. Alors ça, c'était la phrase que j'entendais tout le temps, mais je n'ai jamais forcé. C'est pas parce que Bah je suis oui. homosexuelle que je force les gens à le devenir aussi. Enfin bref, c'est absurde. Et en plus, par contre, tu n'as pas le droit de fonder une famille. Aimez-vous, mais discrètement, quoi. N'existez pas trop. Oui, voilà, parce que c'est bien le sujet sous-jacent du mariage, c'était vraiment l'accès à la parentalité. Alors, évidemment, je suppose que à ce moment-là, ça a dû forcément éclore dans le débat que tu devais avoir avec tes parents et avec ta famille. Comment tu t'es positionnée à ce moment-là? Est-ce que vous y aviez déjà réfléchi avec Aurore? Et comment vous avez avancé là-dedans, en fait? En fait, moi, dès le moment, j'ai toujours voulu avoir des enfants, et au moment où j'ai rencontré Aurore, à aucun instant je me suis dit, je ne pourrai pas avoir d'enfants, ou je ne vais pas avoir d'enfants, en fait, pour moi, c'était, on allait en avoir quand ce serait le moment, et puis on trouverait bien une solution, quoi. Mhm. Vraiment. C'est-à-dire que je me suis pas du tout dit, ça va être un obstacle. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec une femme avec qui peut-être que je ne pourrais pas avoir d'enfants? Et avec mes parents, on évitait ce sujet-là. La seule fois où on avait abordé ce sujet-là, c'était le jour où j'annonçais à mon père que j'étais avec Aurore, et mon père m'a dit, tu te rends compte qu'avec ce choix de vie, c'est la première fois qu'il disait ça, avec ce choix que tu fais, tu vas devoir renoncer à une vie de mère. Ah oui, c'est dur. Et ouais, ouais, ouais. Et mais en fait, alors à l'époque, on parlait à peine de tout ça. C'était peut-être 1 ou 2 ans avant, mais on n'en parlait pas encore. Et pour lui, l'image qu'il avait de l'homosexualité, parce qu'il a une cousine qui est avec une femme depuis 40 ans, et puis ils connaissent quand même 2-3 personnes homosexuelles. Oui. En fait, l'homosexualité dans cette génération-là veut dire tu restes, alors soit t'es célibataire et tu t'occupes de tes parents, Mhm. soit tu es en couple, d'accord, mais tu es en couple discrètement et tu n'auras pas d'enfants et tu ne te marieras pas, et voilà. Et puis on parlera de toi, on parlera de vous comme des colocs, mais on dira pas aux gens que vous êtes ensemble. Les colocs, oui. Donc eux, c'est l'image qu'ils ont, Mm. et puis c'est même l'image qu'Aurore aussi, elle, on lui avait transmise. C'est-à-dire qu'avec nos 8 ans d'écart, quand moi je lui ai dit je veux des enfants, elle avait envie de vivre ça avec moi, mais c'était pas quelque chose pas une chose avec laquelle elle avait grandi. En fait, elle se Mhm. dit petite, ou jeune femme, jamais elle s'est dit je vais pouvoir avoir des enfants et fonder une famille, parce qu'elle était de cette génération aussi à qui on répétait bah t'es homosexuel, bah t'auras pas d'enfants, point. Ce sera pas possible. Donc elle très vite elle a fait son deuil entre guillemets. Elle s'est dit bah non, moi j'aurai pas d'enfants. Oui, et puis bon, Donc faut pas non plus se cacher que, enfin, c'est vrai que l'accès à la parentalité, pour nous, cette facilité, on va dire, d'accès à la parentalité, même si c'est pas si simple que ça, c'est relativement récent finalement. ah oui, Il y a complètement. Nous, on est dans les premières exactement, finalement à le faire. aussi librement. Enfin, des enfants de couples homosexuels, il y en a des dizaines de milliers en France, et qui aujourd'hui ont Mmh. 25 ou 30 ans, mais mais il y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Puis alors là, à l'époque, c'était des inséminations artisanales, Mmh. c'était bien plus Complètement. compliqué, quoi. Donc voilà, du coup, ça a été aussi effectivement un sujet. J'ai évité d'aborder ce sujet-là avec mes parents. J'ai évité de parler du mariage pour tous avec mes parents, parce que en fait, c'était déjà tellement difficile de garder une relation. En fait, moi, je voulais juste être considérée comme mes frères et sœurs, être traitée de la même manière. Et,
et j'en pouvais plus du conflit, j'en pouvais plus qu'à la maison il y ait des disputes à cause de mon histoire avec Aurore, que ce soit toujours compliqué, qu'à chaque fois je parle d'Aurore, ma mère fond en larmes au téléphone, enfin tout ça, ça me fatiguait quoi. Et je me disais si je commence à aborder le sujet de l'homoparentalité ou du mariage, etc. Voilà, moi je voulais juste être la plus discrète possible. Donc, on évitait d'en parler, mais il y a eu 2-3 fois où forcément le sujet, c'est difficile de l'éviter. Et ma mère, elle se sentait seule, elle se sentait très seule parce que leurs amis allaient manifester, leurs frères et sœurs, cousins allaient manifester, et puis que elle se sentait un peu désespérée quoi. Mes parents, enfin ma mère, ses confidents c'était mon père et puis un prêtre à l'église quoi. Donc c'est pas forcément des gens qui vont l'aider. Elle se sentait seule dans ce qu'elle vivait quoi. Et puis vraiment, elle avait ce refus d'appartenir, parce que parfois, moi, je lui disais, mais contacte une association de parents d'homosexuels qui sont catholiques. Il y en a des associations catholiques homosexuelles, donc contacte-les, et puis tu te rencontreras peut-être des gens qui vivront la même chose que toi, et vous parlerez le même langage. Vous aurez, mais elle avait pas envie. En fait, elle avait pas envie de se retrouver entourée de gens qu'elle avait pas envie de fréquenter. Quoi, voilà. Ouais, c'est ça, elle essayait de résister à ça, quoi. Et alors, comment vous avez, Aurore et toi, construit votre relation, continué à la construire et à avancer, en fait, une fois que vous avez été reconnus entre guillemets hein, par votre famille. Je sais que Aurore t'a demandé en mariage en suivant. Est-ce que tu peux me raconter tout ça et comment, du coup, vous en êtes arrivés à parler d'enfants? Moi, je voulais me marier, ça faisait partie de mes rêves de petite fille. Encore une fois, Aurore, pour elle, c'était pas du tout quelque chose d'important. C'était une corvée un jour, un truc, c'était s'exposer et puis faire une forme de représentation, de se mettre devant tout le monde, etc. C'est pas dans sa nature, ça lui plaît pas. Elle aime bien être discrète, donc ça l'intéressait pas trop. Mais elle savait que pour moi, c'était important. C'était important parce que dans ma famille, autant le mariage que les enfants sont des choses heureuses. Elle, dans sa famille, pas forcément. C'est-à-dire qu'en général, avoir des enfants ou se marier égale divorce ou séparation dans les mois qui suivent. Donc pour elle, elle n'avait pas un modèle positif autour de ça. Mais elle me voyait attendre quand même. Donc on s'est d'abord pacsé. On s'est pacsé parce qu'en fait, on a acheté un appartement à l'époque et qu'on voulait se protéger un peu légalement, au moins le minimum. Et puis après, lors d'un voyage à New York, c'était pour nos 5 ans peut-être, je sais plus. Elle m'a demandé en mariage. C'était génial. Évidemment, j'étais hyper heureuse et en même temps terrifiée parce que je me disais, ok, là maintenant, il va falloir l'annoncer à la famille, il va falloir gérer ça, et puis il va falloir imaginer un mariage qui ressemblera pas à celui que j'avais projeté enfant. C'est-à-dire que moi, mes cousines et mes frères et sœurs se mariaient un par un. Et les mariages qu'ils faisaient étaient ceux dont j'avais rêvé, c'est-à-dire avec une robe avec une très longue traîne, en remontant l'église avec mon père au bras, avec 200-250 personnes minimum, hein, parce que dans ma famille c'est ça, avec une cérémonie religieuse, avec tout ça quoi. Et là en fait j'ai vite compris que de toute façon je pourrais pas avoir tout ça, et ça c'était difficile, c'était encore un peu un deuil à faire de mon côté. De toute façon, ça a été des étapes importantes à chaque fois dans ma vie, c'est de me détacher un peu de mes rêves de petite fille et puis de devenir adulte, hein, tout simplement. Et donc on a organisé ce mariage en trouvant chacune des compromis, moi en me rapprochant un peu plus de quelque chose de simple comme Aurore le voulait, et puis Aurore en mettant un peu de côté aussi ses peurs pour accepter mes désirs. Et on s'est mariés en juin 2015, donc ça va faire 5 ans. Toute ma famille était là, enfin mes frères et sœurs, mes parents étaient là. Pour ma mère, ça a été difficile. Elle a beaucoup pleuré le jour J. Je sais pas si c'était des larmes de joie, de peur, de tristesse, voilà. Mais c'était un moment plein d'émotions parce que c'était juste incroyable. Il y avait, alors pour les gens, ça peut paraître beaucoup. Il y avait 80 personnes, mais pour moi, encore une fois, les mariages dans ma famille, c'est au moins 250. Donc pour moi, c'était un petit mariage. Pour Aurore, c'était déjà beaucoup trop. Mais voilà, et puis il y avait nos 2 familles réunies, il y avait nos amis, voilà, il y a plein de membres de ma famille qui sont pas venus parce qu'ils étaient opposés au mariage, mais c'est pas grave en fait. Les gens qui avaient, en fait, c'est ce que je dis, c'est que les gens qui étaient là, je les connaissais tous. Mes frères et sœurs, ils se sont mariés à leur mariage, il y avait des gens qui connaissaient pas ou pas très bien.
Heu et moi, je connaissais tout le monde. Il y avait les gens qui m'étaient la plus proche et puis tous ceux qui étaient là avaient vraiment envie d'être là, donc c'était trop bien, en fait. C'était un peu improbable comme mariage avec nos 2 familles qui n'ont rien à voir. Vraiment, c'est opposé dans le style, dans tout et voilà et j'avais une robe courte, et j'étais quand même au bras de mon père à la mairie. J'ai pas eu la messe et cetera, mais j'ai eu quand même, une journée, heu, une journée très heureuse comme finalement je le voulais, quoi. Et puis une journée où vous étiez reconnues, toutes les 2. Ouais, 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 le moment où on nous a remis le livret de famille, c'était un moment génial. Je me disais: «Waouh, ça y est, quoi, on a un livret de famille avec nos 2 noms dessus». Enfin, c'est juste, c'est une victoire immense, quoi et Ouais. heu et voilà et donc très vite après, moi j'ai réinsisté un peu auprès d'Aurore. Je voulais avoir des enfants. Je pensais naïvement qu'au départ que le mariage allait nous faciliter les choses, mais pas du tout, hein, en fait, Ouais, ça ne change rien. C'est un bah peu oui, une fausse finalement. loi là-dessus. Ouais. Voilà mais voilà, Aurore, il lui a fallu du temps pour, réussir à se projeter avec des enfants parce que même en ayant 8 ans de plus que moi, ben, voilà, encore une fois, elle arrivait pas à s'imaginer mère, elle savait pas quelle allait être, sa place pour cet enfant, elle était complètement perdue, puis on avait personne, de qui se rapprocher parce que dans notre entourage, même quelques couples de filles qu'on connaissait, ben, on était les seuls à en être à ce stade-là. Mmh. Donc vraiment l'impression de se lancer dans quelque chose d'inédit, À l'aventure, ouais. ouais, voilà, moi je faisais des recherches sur internet, sur Google, je trouvais des forums, ça me parlait pas, avec des trucs qui dataient d'il y a 10 ans, qui étaient plus valables. Enfin, j'étais perdue, c'était Ouais. pas une bonne période parce que, j'avais pas envie que ça se passe comme ça, en fait. Moi, j'ai encore une fois, j'avais des jolis rêves de choses enfin, je rêvais que tout ça serait un peu facile et magique et puis là, ça l'était pas du tout, quoi. Me retrouver à taper sur Google, clinique, insémination, puis comparer les tarifs, comparer, les statistiques, les avis clients, la localisation et cetera. Enfin, ça démystifie tout le truc, quoi, donc j'étais un peu déçue, Ouais, je te comprends mais en même complètement. temps poussée par ce désir, On a eu quoi. exactement la même, sensation, avec Aude. C'était, voilà, enfin, on s'est lancé aussi à l'aventure et pareil, hein, enfin, on avait l'impression de faire des devis de réparation pour une voiture. Enfin, c'était, Ouais. effectivement, ça démystifie vraiment et bon, après, voilà, enfin, ça certes, ça démystifie, mais ça nous permet d'accéder à la parentalité. C'est sûr que c'est pas la façon dont on l'imagine, mais bon, finalement, le résultat est le Non. même. Bah, disons que ça permet de tester vraiment son désir, quoi. C'est pour ça quand j'entends parler des fois de PMA de confort ou Oui, de gens qui disent que c'est un caprice, enfin je non, au contraire, là, je trouve que ça met vraiment à l'épreuve ça mettait même à l'épreuve mon propre désir. complètement. Vraiment, des fois, je me dis: «Oh là, est-ce que j'ai envie de tout ça? Est-ce que j'ai envie de partir pour des mois de traitement, machin, est-ce que finalement c'est si important que ça?» Surtout qu'Aurore, elle, bon, elle m'a dit: «OK, à un moment je te suis», mais c'était pas non plus elle qui prenait les devants pour, Tes moteurs, ouais. voilà, donc je me disais: Si ça repose pas sur moi, il y aura rien». Donc c'était, Mmh. vraiment ça me mettait à l'épreuve, quoi, voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment et encore une fois, si toi tu ne décides pas que les choses se passent, il ne se passera rien. Donc il faut que tu sois, actrice, il faut que tu sois moteur, il faut que tu bouges les choses, il faut que tu agisses. Donc je l'ai fait, hein, on a contacté donc une clinique en Espagne, à ce moment-là, on avait quitté Paris, on s'était installé à Dax, donc c'est à 1 heure et demie de la frontière espagnole Oui, ce et qui était beaucoup plus simple. voilà et du coup, bah, après avoir comparé, hein, les villes, les devis et cetera, on s'est rapproché de la clinique Chiron qui est à San Sebastián, donc vraiment pas très loin de chez nous Mmh. et puis, on les a rencontrés une première fois en janvier 2017. Puis après on a fait tous les examens, qu'il faut faire, en plus, ils avaient des doutes sur certaines choses pour moi, donc j'ai dû faire des examens complémentaires, ce qui fait que premier contact en janvier, la première insémination a eu lieu en juillet, 2017. Donc 7 mois après, ça a été, long, tellement long. Hem, Ça paraît super bon. non, c'est terrible et puis vraiment Aurore me dit: «Mais on n'est pas pressé, tu es jeune». Je lui dis: «Mais tu te rends pas compte quand tu es prête, quand on a envie, quand tu es, c'est l'attente est insupportable, quoi et puis j'en avais marre Ouais. qu'on me mette des obstacles sans arrêt là, qu'on me laisse pas faire ce que je veux, quoi. Entre attendre que la loi soit votée, entre attendre qu'Aurore soit prête soit prête, puis attendre que les médecins me disent: «C'est bon, on fait l'insémination», j'en pouvais plus, quoi. J'ai l'impression de devoir passer sans arrêt des douanes pour, avoir le droit d'avancer dans ma vie, quoi. Donc c'était, C'est ça, ouais, des étapes, ouais. ouais, c'était vraiment difficile et puis, donc la première insémination n'a pas marché, Mmh mh. et on en a fait une seconde en octobre 2017 et celle-ci a fonctionné puisque, je suis tombée enceinte
Et on a eu une petite fille, donc Charlie, qui est née en juillet 2018. Une magnifique petite Charlie, oui, on peut la voir sur ton compte Instagram, Oui. elle est magnifique. Et du coup, parce que je suppose qu'à un moment donné, quand même, quand ça s'est concrétisé, tu as dû, en tout cas, en parler avec Aurore, faire un choix par rapport aux donneurs. Je sais pas ce que propose Chiron, il me semble que c'est que des donneurs anonymes en Espagne, mais est-ce qu'il se cale sur les critères physiques de la deuxième maman ou pas? Est-ce que Aurore, ça lui importait ou pas? Oui, alors il se cale, donc ce sont des donneurs anonymes, il se cale sur les critères physiques de la deuxième maman. Donc pour Charlie, on sait que c'est un donneur qui est jeune, je sais plus quelle année il est, mais il a peut-être même pas 25 ans. C'est souvent des étudiants, ce qu'ils nous ont expliqué, parce que je crois qu'ils sont défrayés pour le don. Il est blond, aux yeux verts et les cheveux lisses, et voilà. Et donc on a une petite fille qui me ressemble, mais qui étrangement ressemble aussi beaucoup, beaucoup à Aurore dans ses expressions, etc. Souvent les gens me disent: oh là là, c'est fou, elle est beaucoup, beaucoup dans le mimétisme avec Aurore, Charlie, et du coup, elles ont vraiment, vraiment des fortes ressemblances. Enfin, elle ressemble parfois beaucoup plus à Aurore qu'à moi. Pour Aurore, elle, c'était pas forcément important. Enfin, encore une fois, elle se laissait un petit peu porter, elle savait pas trop ce qui lui était le mieux, en fait. C'est toujours ce qu'on dit, qu'est-ce qui est le mieux pour cet enfant, parce que nous, on s'en fout que notre fille, elle ait la peau claire, ou qu'elle ait la peau noire, les cheveux bruns ou cheveux blonds. Enfin, on s'en moque complètement. On se demandait toujours qu'est-ce qui est le mieux pour elle, pour qu'elle puisse se repérer et s'identifier dans son futur. Donc, on a écouté leurs conseils. Et voilà. Et ensuite, à sa naissance, Aurore tout de suite s'est sentie comme sa deuxième maman. Vraiment, elle qui avait très très peur. Vraiment, c'est quelque chose qui la terrifiait de pas réussir à créer une relation avec cet enfant. Le temps de la grossesse est fait aussi pour ça, hein, pour se préparer autant pour un parent que pour l'autre. Et puis dès la naissance, voilà, elle s'est sentie pleinement mère de sa fille. Elles ont une relation très forte, et je sens encore aujourd'hui que voilà, Charlie, elle a autant besoin d'Aurore que de moi. Enfin, il y a aucune je pense qu'elle a un lien physique peut-être plus fort avec moi parce que je suis celle qui l'a portée, qui l'a allaitée, etc. Mais elle a une relation qui est extrêmement, extrêmement forte et fusionnelle avec Aurore, quoi. C'est très, très équilibré dans nos rôles toutes les deux. Après, légalement, il a fallu aussi nous protéger. C'est-à-dire que moi, j'étais persuadée, je m'étais pas renseignée en détail, mais j'étais persuadée que comme on nous avait remis un livret de famille à notre mariage et que la loi autorisait l'homoparentalité, naturellement, on allait être reconnues toutes les deux comme les mères de Charlie. Et pas du tout. Donc, à la naissance de Charlie, elle était sur ses papiers, était écrit père inconnu et mère, donc Marie-Clémence. Ouais, ça c'est difficile. C'était hyper difficile parce que moi, j'avais très peur. C'est des périodes où on commence à être inquiet. On se rend compte qu'on veut protéger notre enfant. Et je me disais, si demain il m'arrive quelque chose, même le jour de l'accouchement ou après, peu importe, s'il m'arrive quelque chose, Aurore, elle aura aucun droit légal sur sa fille. Enfin, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que heureusement, Aurore s'entend très bien avec mes parents et jamais mes parents lui auraient enlevé sa fille. Mais elle pourrait très bien avoir une relation conflictuelle avec mes parents, et mes parents, imaginons demain il m'arrive quelque chose, je décède, et ils lui prennent sa fille, quoi. Et elle aurait aucun pouvoir, quoi. Donc ça me stressait énormément. Ouais, c'est vraiment la difficulté, hein. Ouais. De ce délai de 6 mois là qui est aussi bien, qui peut être aussi conflictuel dans un sens, par rapport aux parents, puisque on sait jamais ce qui peut arriver, et il s'avère que si tu as un accident de voiture avec Aurore, que tu décèdes, tu sais pas comment tes parents réagissent. Tu vois, ils peuvent en vouloir à Aurore parce que ils pourraient la tenir responsable, mais il y a aussi le risque que le couple explose avec l'arrivée de l'enfant. Voilà. Et dans ce cas-là, la deuxième maman n'a pas de reconnaissance. C'était ça aussi qui me faisait peur. Je me disais, si on se sépare, là, on dit toujours oui, non, mais t'inquiète pas, jamais je t'enlèverai ta fille. Mais on sait pas comment les gens réagissent quand il y a un décès, quand il y a une séparation. Les gens parfois sont, on le voit dans les couples hétéros, hein, quand il y a des divorces, les gens se déchirent, ils sont prêts à tout pour se faire mal, quoi. Donc moi, ça me faisait peur. J'avais envie qu'Aurore ait des pleins droits. Donc on a attendu ce fameux délai de 6 mois. On est passé chez le notaire, on a fait tout ce qu'il fallait. On a eu de la chance parce que finalement notre dossier est passé au tribunal sans débat. Donc au mois de mai. D'accord. Donc Charlie est né en juillet 2018, le dossier est passé au tribunal en mai 2019. Et ensuite, le temps de pouvoir avoir les papiers, de refaire ses papiers d'identité, la carte vitale, etc., ça a été fait en septembre. Donc plus d'1 an après,
1 an et 2 mois après, Charlie était officiellement reconnue. Elle avait son acte de naissance modifié, sa carte d'identité avec nos 2 noms, etc. Mais ça a été 1 an trop long. Moi, en fait, ça m'agaçait. C'est-à-dire que Aurore, bizarrement, elle s'en moquait un peu parce qu'elle me dit toujours, non, mais moi, demain, si on m'enlève ma fille, je m'en moque, je parle au bout du monde avec elle. Et voilà, c'est pas des choses qui me font peur. Moi, j'aime bien quand les choses sont plus carrées. Quand les choses sont carrées. Tu dépendais de quel tribunal? Le tribunal de grande instance de Dax. Donc ça, je sais que je savais pas du tout comment ça allait se passer. Quand je téléphonais à la mairie, au tribunal, les gens ne comprenaient pas ma demande à chaque fois. J'avais l'impression d'être la première, donc je pense que je n'étais pas la Encore en première, mais 2019. c'était moi qui leur expliquais. Et le pire, c'était quand moi j'ai voulu changer de nom, c'est-à-dire que je m'appelle Bordet et Aurore s'appelle Nicaise, et on voulait s'appeler toutes les deux Bordet Nicaise. Ça a été tellement compliqué, quoi. Au téléphone, ils comprenaient pas. Et ils me disaient, bah, vous choisissez. J'ai dit, mais non, même dans un couple hétérosexuel, on autorise la femme à porter les 2 noms. Donc, laissez-moi porter mon nom plus celui d'Aurore. Ah, mais attendez, il faut que je vois. Ah, puis je vous passe ma collègue. Et puis je passais 25-30 minutes au téléphone avec la mairie à Dax avant d'avoir quelqu'un bizarrement, ça raccroche. qui comprenne ma demande. Et évidemment, ça raccroche. Puis on me dit, rappelez la semaine prochaine. Et enfin, ça a été, ça a été terrible, quoi. Donc, du coup, on est classé en nom d'usage et même pas en nom d'épouse. C'est-à-dire que mon nom écrit nom de jeune fille Bordet, et c'est mon nom d'usage qui est Bordet Nicaise et pas mon nom d'épouse. Et c'est pas grave, hein, encore une fois, ce sont des mots sur des cartes d'identité, on s'en moque, mais en fait, moi, ça m'agace, ça m'énerve tellement en fait, encore une fois, que des lois passent et qu'elles soient pas applicables dans les faits au quotidien, quoi. C'est absurde. Voilà, donc une fois que Charlie a été reconnue comme notre fille à toutes les deux, ça a été un grand soulagement, et voilà, ça y est. Et tes parents dans tout ça? Comment ils ont abordé cette maternité et cette grand-maternité? Ouais, l'annonce a été compliquée. Ils s'y attendaient, ils y étaient préparés. Je pense qu'ils ont vite compris qu'en fait, je faisais pas du tout une croix là-dessus. Donc, je pense qu'ils s'y préparaient. Ils savaient qu'à un moment, ça allait leur tomber dessus. Ils voyaient que cette relation avec Aurore durait et que voilà, elle était pas prête de s'arrêter, que c'était pas qu'une passade. Donc, pour eux, ça a été. Je pense qu'ils ont pas osé me poser beaucoup de questions, mais ils ont dû s'en poser énormément parce que eux, c'était vraiment. Mais un jour, ma mère me dit, mais alors le père, il vient d'où? Et je dis, il n'y a pas de père, il faut utiliser les bons mots. On parle d'un donneur. Mais après, je peux comprendre que pour elles, ce soit compliqué. C'est quelque chose qui est complètement nouveau pour eux. Et ils étaient inquiets pour leur petite fille. Et encore aujourd'hui, hein, je pense qu'ils sont un peu inquiets. Ils avaient peur de, voilà, comment est-ce que cette petite fille allait grandir? Est-ce qu'elle allait être équilibrée, etc. Et puis, ben, voilà, les enfants ont ce petit quelque chose de magique, c'est que dès sa naissance, eux, voilà, ont tout de suite évidemment accepté Charlie comme une de leurs petites filles, sans faire de différence avec leurs autres petits-enfants. Jamais, il n'y a pas de... aucune différence. Elle est traitée de la même manière que les autres, donc c'est très bien, c'est ce qu'on voulait. Après, je sens parfois que c'est pas évident, qu'il s'interroge sur son avenir, etc. Mais il voit qu'en tout cas, pour le moment... Charlie, elle réclame Aurore, elle me réclame moi, elle nous réclame toutes les deux, qu'il n'y a pas de déséquilibre, que c'est une petite fille comme une autre, quoi, avec les étapes, avec 19 mois, mais elle est normale, quoi. Voilà, tout va bien pour le moment, en tout cas. Et puis, ma mère, elle a peur, mais à chaque fois, je lui dis, écoute, oui, peut-être qu'à l'adolescence, on va en prendre plein la figure, peut-être que, mais bon. Écoute, moi aussi, j'en ai mis plein la figure. Enfin voilà, j'ai été odieuse avec mes parents à l'adolescence et je leur ai posé beaucoup de questions. Je me suis beaucoup interrogée sur qui j'étais. Et pourtant, j'ai un papa, une maman, un milieu catholique, des frères et sœurs, tout le monde est beau, tout le monde s'aime. Voilà, c'est souvent le problème avec les personnes qui sont contre l'homoparentalité de manière générale, c'est qu'ils s'inquiètent pour des enfants qui sont pas les leurs déjà. Et puis, c'est vrai. Et puis, souvent, ils parlent de PMA sans père ou ils parlent d'abandon. Voilà, ils comparent ça, ils disent que l'enfant va souffrir plus tard parce qu'il aura été abandonné, mais en fait, Charlie, elle n'a pas été abandonnée. Charlie, elle a été désirée, conçue avec de l'amour, et elle a la chance d'avoir ses 2 parents ensemble. Et c'est de ça dont un enfant a besoin. Et les enfants qui souffrent d'un abandon, ce sont les enfants qui sont abandonnés vraiment par leur père ou leur mère avant ou après la naissance. Et eux, c'est normal qu'ils en souffrent et que ça les marque à vie. Mais Charlie, elle a pas vécu de situation d'abandon. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de lui expliquer dès maintenant. Elle est toute petite, mais je sais qu'elle comprend déjà beaucoup de choses. Et
on lui lit des histoires sur le sujet, on lui en parle, on n'hésite pas de prononcer le mot papa. C'est-à-dire que quand on parle d'un de ses petits copains à la crèche, on va dire oui, c'est un tel avec son papa, ou quand il y a des histoires avec voilà le papa, la maman, ben on parle du papa, de la maman, et puis parfois il y a deux mamans, parfois il y a deux papas. Les gens ont peur qu'on mente à ses enfants ou qu'on leur présente un monde sans homme, sans père, mais non, c'est juste on explique à Charlie tous les jours, dès que le sujet se présente, on lui explique qu'il y a plusieurs schémas, il y a plusieurs manière d'être une famille et voilà ta famille. Et puis les enfants, ils ne se posent pas de questions. Les enfants, ils acceptent totalement, pour eux, c'est juste normal. Moi, je vois avec les miennes qui sont donc plus grandes que Charlie pour le moment, c'est juste une évidence en fait. Leur famille, elle est conçue comme ça. Ils se posent même pas la question de savoir si c'est une famille normale ou pas normale. Et finalement, ils l'assument presque parfois mieux que nous. Parce que pour eux, c'est leur vie, leur famille à eux. Oui, c'est ça. Et souvent, ils comprennent plus facilement. Mais même l'homophobie ou les remarques que les enfants peuvent prendre à l'école, elle vient des parents qui transmettent à leurs enfants des remarques négatives. Mais les enfants entre eux, moi je le vois, souvent les enfants se posent des questions dès qu'on a des amis qui viennent à la maison et qui nous voient toutes les deux avec Aurore. C'est très drôle, mais on voit les enfants qui nous observent de loin, et puis on sait que dans l'heure, on va avoir une question, soit de l'enfant directement qui vient nous interroger, soit l'enfant va voir son père ou sa mère, et puis ensuite il y a son père ou sa mère qui vient nous voir en disant « Ah bah tiens, c'est drôle, il y a mon fils ou ma fille qui m'a dit c'est bizarre, c'est deux femmes, c'est qui la maman, c'est qui le papa ?» Enfin voilà, et les enfants s'interrogent, c'est normal. Et l'enfant, on lui dit « Bon bah voilà, Charlie, elle a deux mamans », et l'enfant en général il dit « Ok », et puis il retourne jouer, et il s'en fout. Exactement. Parce qu'il a juste besoin qu'on lui dise les choses, voilà, et puis c'est acquis, en général, c'est eux qui après se transmettent l'information et entre eux et qui vont dire bah oui, moi je connais une petite fille, Charlie, ben elle a deux mamans, et puis voilà, et souvent nos amis après nous font des retours en nous disant, je sais pas 6 mois ou 1 an après, ah ben mon fils aujourd'hui, il a dit à un de ses copains que oui, c'était possible d'avoir deux mamans parce qu'il connaît Marie-Clémence et Aurore et que ce sont deux mamans, et voilà, donc en fait, c'est souvent les adultes qui créent des problèmes là où il y en a pas. Et c'est vrai qu'avec nos familles, on a aussi l'impression d'éduquer finalement les parents au fait que y a d'autres familles qui existent, et on fait bouger les choses juste parce que nos familles existent et qu'on voit qu'elles sont fondées de façon saine et que les enfants vont bien. Oui, ça je suis d'accord. Moi, on a décidé de faire baptiser Charlie. C'est-à-dire que moi, depuis les manifs pour tous, etc., je mettais plus trop les pieds dans les églises, mais je me suis beaucoup demandé, voilà, est-ce qu'on fait baptiser notre fille ou pas, sachant que chez moi c'est quelque chose qui se fait de manière quasi automatique. Donc on a réfléchi, et puis je me suis dit ça fera plaisir à mes parents, et surtout j'avais envie de le faire parce que je me suis dit à un moment il faut éduquer, il faut faire changer les choses. C'est-à-dire que bon, si Charlie est croyante plus tard, et tant mieux, elle sera déjà baptisée, et puis si elle y croit pas, c'est pas grave, ça aura pas changé sa vie qu'elle soit baptisée petite, elle s'en foutra complètement. Et donc on a pris contact avec l'église du village d'Aurore, et le prêtre a tout de suite accepté, et on a pu faire baptiser Charlie l'été dernier avec toute notre famille, et en fait c'était juste génial parce que à la fin Aurore elle a même fait poser tout le monde dans l'église, et on disait mais voilà, on est en train de faire baptiser une petite fille. Moi j'en avais les larmes aux yeux pendant la cérémonie, parce que même l'équipe liturgique de l'église qui nous a aidés dans la préparation nous a fait un petit discours plein d'émotions en nous disant aussi combien ils étaient heureux d'accueillir une petite fille qui avait deux mamans, et on était hyper moi j'ai adoré le moment où je suis allée signer les registres, parce que comme pour un mariage, à la fin on va signer les registres à l'hôtel avec le prêtre, et donc il y avait le registre du baptême avec une case avec écrit père et une case avec écrit mère pour signer, et j'ai barré la mention père et j'ai signé en dessous pour moi en marquant mère, et comme ça Aurore a pu signer dans la case mère. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas grand chose, hein. Mais c'est déjà énorme. C'est-à-dire que là, sans qu'ils s'en rendent compte, tous ces gens-là, et en fait, ils ont déjà des enfants de couples homosexuels dans leur communauté. Et puis, ils l'ont pas vu, mais oui, j'ai rayé la mention père et il y a écrit 2 fois maman dans le registre qui est maintenant dans cette église, quoi. Donc, c'est une manière de faire avancer les choses. C'est des petits détails, mais en fait, c'est dans plein de petites choses comme ça qu'on éduque et qu'on change un peu les mentalités, et que ça deviendra une normalité un jour. En fait, souvent on me dit t'es militante, etc. Mais en fait, moi j'ai pas l'impression de militer. Ou en tout cas ma manière à moi de militer, c'est de changer les choses comme ça à petite échelle, en fait.
Et alors du coup, est-ce que tu penses, en tout cas c'est une question que je me pose de façon récurrente, est-ce que tu penses qu'un enfant peut être heureux avec 2 mamans? Oui, 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 je pense complètement qu'un enfant peut être heureux avec 2 mamans. Un enfant, il a besoin de sécurité affective, et d'une éducation et que ce soit 2 mamans, 2 papas, un papa et une maman, c'est ou même une maman seule ou un papa seul, hein, d'ailleurs, c'est totalement possible, quoi. Voilà, peut-être qu'à l'adolescence, Charlie viendra et nous dira, «C'est qui mon père et pourquoi j'ai pas de père?» Et ben, on lui expliquera la situation, s'il faut, on partira à la recherche de son géniteur, avec elle, on mettra toute notre énergie pour l'aider à trouver ses origines génétiques, mais Mmh. moi, je veux m'atteler en tout cas à ce qu'elle ne ressente jamais le manque d'un parent supplémentaire. Voilà, et je pense qu'en tout cas aujourd'hui, elle en manque pas. Et je suis complètement d'accord avec toi, je ne peux pas dire le contraire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, je sais pas, juste que tout reste, tout reste aussi bien. Moi, je suis contente. J'ai l'impression que les plus gros des obstacles sont derrière nous. Euh, je suis contente d'avoir vécu tout ça. Je suis contente de toutes ces étapes, de ces 10 dernières années. Là, avec Aurore, on va fêter nos 11 ans dans quelques jours. Et je me dis que c'est juste Mmh. génial. On a une vie assez paisible. On est toutes les deux, on est amoureuses. On a une petite fille qui est super. On espère avoir d'autres enfants. Et, et voilà. Et j'ai envie que maintenant, de juste pouvoir profiter et que tout ça soit plus un sujet. Et je suis contente parce que ça l'est déjà plus, même avec ma famille, on n'en parle plus en fait. Et c'est juste tellement reposant de pouvoir être une famille lambda, normale, quoi. Oui, maintenant c'est acté et du coup, même si vous avez d'autres enfants par la suite, il y aura plus de chemin à faire, enfin, c le chemin il est fait. Non, je pense, ouais, voilà, j'aurais plus besoin d'expliquer. Enfin, j'ai dit à ma mère qu'on avait envie d'avoir un deuxième enfant et elle m'a dit, je te le souhaite. Je le souhaite pour Charlie et je te le souhaite aussi. Donc, c'est immense que 10 ans après Clair, qu'elle soit capable de dire ça, quoi. c'est Voilà, clair. donc c'est euh, Le c'est chemin génial. Elle nous souhaite de pouvoir agrandir notre famille comme elle, au même titre qu'elle le souhaite pour ses autres enfants. Donc, en fait, c'est génial parce que ça permet d'avancer sans peur, quoi, sans tout le temps avoir peur de se dire ah là là, j'ai envie de faire ça, mais je sais que ça rendra pas heureux tout le monde, quoi. Mmh. Est-ce qu'Aurore envisage, maintenant, que tu as fait le chemin et que tu as bien tout débroussaillé de porter un enfant ou ce serait toi qui porterais le suivant aussi? Ce serait encore moi, Aurore, elle a pas du tout envie de porter d'enfant. Même si mon corps ne l'avait pas permis, on serait passé par l'adoption, on aurait trouvé une autre solution. Mmh. Euh, elle a pas grandi avec ça et elle ne se sentirait pas du tout, ça ne l'intéresse pas et elle ne veut pas, elle sent pas son corps prêt ou pour apporter un enfant. D'accord. Là, en plus, bon, elle a passé la barre des 40 ans, donc ça diminuerait un petit peu les chances, Ouais, même si c'est elle sûr. pourrait encore le faire. Mais non, non, ça l'intéresse pas du tout. D'accord. Bon, écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour cette interview qui, franchement, je pense, va rétablir les choses pour beaucoup de monde. Et j'ai découvert vraiment, je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire baptiser son enfant. Alors, je pense qu'évidemment, c'est spécifique à chaque paroisse, hein. Je pense qu'il n'y a pas une paroisse qui va réagir de la même façon dans ce cadre-là, mais j'ai trouvé ça génial. Alors ouais, en fait, il faut moi, enfin, j'avais dit à Aurore, si c'est difficile à faire, je le fais pas. Mhm. C'est-à-dire, par contre, je vais pas me battre pour ça, quoi. C'est-à-dire que je me suis battue pour beaucoup de choses, mais alors ça, c'est loin d'être une de mes priorités. Et si l'Église ne veut pas de mon enfant, ne veut pas de nous, et ben, c'est pas grave, hein, on va pas insister et se battre. Et en fait, j'ai d'abord contacté la cathédrale de Dax et j'ai senti, alors, j'ai pas senti une réticence, mais j'ai senti que c'était compliqué. D'accord. C'est-à-dire qu'il fallait assister à une réunion qui avait lieu à une date précise et si j'étais pas disponible, c'était pas possible du coup cette année de le faire. Enfin, c'était vraiment la personne Ouais, voulait pas ouais, ouais. m'aider en tout cas. Parce que moi tout de suite j'ai signalé hein, dès la deuxième phrase au téléphone, j'ai dit voilà, on est deux Ouais, mamans mhm. quoi. Je voulais pas qu'il y ait je déteste faire semblant. Et ensuite, Aurore m'a dit, bah écoute, contacte le prêtre de mon village. Voilà, je dis, oh là, là, mais non, mais lui, Un village. il est âgé, il va pas du tout être ouvert d'esprit. Voilà, il faut plutôt une paroisse jeune. Et j'ai tenté. Et il m'a dit, oh là, je m'en fous complètement. Enfin, dans le sens, c'est pas un sujet. Enfin, lui, il voit juste le plaisir d'accueillir un enfant de plus dans sa communauté. Et, et voilà. Et c'est pour ça que souvent, en fait,
Mais comme il y a plein de femmes qui osent pas se lancer dans la parentalité ou qui osent pas se lancer dans le mariage ou qui osent pas annoncer à leur famille qu'elles aiment une femme, etc. Il y en a qui oseront pas non plus faire baptiser leur enfant parce que ils vont se dire ça va être compliqué. Et puis, enfin, c'est la peur, quoi. Et en fait, si on y va franchement, juste comme ça, en fait, ça peut très bien se passer, quoi. Faut juste y aller un peu au culot. Et j'ai appelé, et j'ai posé la question, elle m'a dit oui, pas de souci, quelle date vous voulez? Ok, très bien, rendez-vous à telle date, on fait baptiser votre fille. Et point Ouais, barre. c'est dingue ça. Enfin, en tout cas, Donc, faut juste y aller. il faut tenter. Bon, en tout cas, voilà, franchement, j'invite tout le monde, enfin tous les auditeurs, à aller consulter ton profil Instagram et aussi à lire ton livre, donc qui s'appelle On ne choisit pas qui on aime, parce que franchement, Ouais. voilà, on est plus ou moins tous passés par là, pas dans les mêmes circonstances, pas avec les mêmes familles, pas dans le même cadre, mais en tout cas, on est tous plus ou moins passés par là, et ça fait plaisir et ça fait du bien de pouvoir le lire et de pouvoir se rendre compte qu'on a tous eu les mêmes interrogations finalement. Ouais, mais c'est pour ça que je l'ai écrit, c'est parce que j'avais envie. Moi, j'ai cruellement manqué de repères et j'avais l'impression d'être la seule à vivre tout ça et que si j'étais pas homosexuelle dans des clubs lesbiens dans Paris, si je rentrais pas dans ces cases-là, je pouvais pas avoir ma vie avec une femme, quoi. Et en fait, pour ça que je l'ai écrit, parce que déjà ça m'a fait beaucoup de bien, c'était une vraie thérapie pour moi, et puis aussi en me disant, si un jour quelqu'un est dans la même situation que moi, il verra que il peut y avoir un happy end, en fait. Ça peut très bien se passer. Il faut juste beaucoup de patience. C'est ça, et puis faire bouger un peu les choses. Je te remercie beaucoup, Marie-Clémence. Merci à toi, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté. Je t'en prie, à très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager, à le faire découvrir, plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Marie-Clémence, ainsi que le titre de son livre, et enfin le lien vers la clinique par laquelle Aurore et elle sont passées. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only